comme pour les futurs entrepreneurs, et on se rend compte que le capital coûte près de 200 milliards d'euros par an. Et pourtant, votre gouvernement continue à nous asséner « il faut libérer les entreprises », comme si elles étaient emprisonnées en France, sans nous dire que le taux normal de l'imposition sur les sociétés a été réduit de 33,33% à 22,5%. Pourtant, une question se pose, et nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous la poser. Où est passé l'argent du CICE, s'il n'a servi ni à l'investissement, ni à la recherche, ni à la création d'emplois, ni à la hausse des salaires, ni aux exportations? Monsieur le ministre Le Maire disait dans Le Parisien il y a quelques semaines que l'État prendrait ses responsabilités en 2020 si les entreprises ne jouaient pas le jeu. Je vous le dis, monsieur le ministre, avec notre groupe, on dit chiche, pas de problème, nous sommes même prêts à travailler avec vous pour une proposition de loi. Par exemple, sommes-nous d'accord pour dire que si les entreprises ne jouent pas le jeu, elles doivent rembourser? La question vous est posée et on est à votre disposition pour y répondre. Après la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, après la flat tax, après la suppression de l'easy tax, vous décidez de poursuivre le CICE et même de le pérenniser sous forme d'allègement de cotisations patronales. Et comme on peut le faire avec la Française des Jeux, vous doublez la mise, 40 milliards d'euros, alors que dans le même temps, les dotations des autres missions du budget de l'État sont affaiblies. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Bienvenue, c'est le retour de Rendez-vous avec. On est dans Rendez-vous avec la politique. On est sur tous les réseaux en direct. On est également sur la web radio. Une émission qu'on peut écouter du lundi au vendredi à 19h15 sur Droit Citoyen, la web radio. Aujourd'hui, on repart en politique. On retourne du côté de Rive-de-Gier, une ville qui a aujourd'hui environ 15 500 habitants. Et on a la chance de recevoir le maire actuel, Jean-Claude Charvin. Jean-Claude Charvin, bonjour. Bonjour. Et pour l'accompagner, elle est également conseillère départementale en charge du numérique. Elle sera peut-être la future première adjointe de la ville de Rive-de-Gier, Séverine Reynaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Droit Citoyen et de Rendez-vous avec. Alors, j'ai envie de vous poser une seule question pour commencer. Après 2 mois de situation un peu bizarre, comment allez-vous ? Alors, physiquement et intellectuellement, tout va bien, mais un peu épuisé par la gestion de la crise, parce qu'il faut reconnaître que les 2 mois et demi qui viennent de s'écouler ont été particulièrement stressants dans le cadre de la gestion de cette crise sur le terrain. Et c'est vrai que ça nous a pris un petit peu d'énergie, mais quand on a l'habitude, on récupère un peu plus vite. Vous êtes maire depuis 1995, donc on peut dire que vous avez une certaine expérience. Vous, Séverine Reynaud, on vous voit un petit peu, mais on ne sait pas très bien qui vous êtes. Alors si vous pouviez aux auditeurs et puis nous expliquer un peu quel est votre parcours. Oui, bien sûr. J'ai 49 ans, je suis maman de 4 enfants. De formation, j'ai fait une école de commerce avec une année aux États-Unis, une année en Espagne, donc ce qui m'a permis d'aller travailler à l'étranger. C'était la dernière fois que j'ai travaillé à l'étranger, j'étais en Espagne. C'était juste avant d'arriver dans la région où je suis venue pour des raisons professionnelles. J'ai pris la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes d'une société qui s'appelle Risque Technologie, qui travaille dans l'informatique. J'ai toujours travaillé dans les nouvelles technologies. Et pour des raisons personnelles, puisque j'ai une fille qui est dans le champ du handicap et l'Espagne ne proposait pas les beaux services qu'on propose en France, les aménagements scolaires notamment. Et donc, je suis arrivée dans la région de Rive-de-Gier. Donc, je suis arrivée sur Rive-de-Gier. J'y suis depuis presque une quinzaine d'années. Je me suis très bien habituée. J'ai été adoptée, je pense, par les Ripagériens. Et c'est une ville qui est très attachante, où j'y suis bien. Et puis, je me suis engagée en politique. Et donc, je suis élue avec Jean-Claude au conseil départemental, où j'assume 2 délégations. La délégation donc, du numérique, comme vous l'avez dit, et la délégation des médiathèques départementales, donc avec la lecture publique, la politique de lecture publique. Juste une question toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique ? C'est le candidat Jean-Claude Charvin, le maire Jean-Claude Charvin, qui vous a poussé, ou alors c'est vous qui aviez déjà la fibre politique ? C'était quelque chose qui était peut-être dans votre famille, où vous aviez envie de faire participer avec votre expérience à la communauté ?
En fait, je pense que c'est ma fille. Parce que ma fille, dans le champ du handicap, c'est un combat. Je pense que les gens qui ont des enfants dans le champ du handicap se reconnaîtront. Et du coup, on a envie, en tant que parent, d'arriver à faire bouger les lignes. Et donc, ça donne envie de s'investir. Et après, c'est effectivement la rencontre avec Jean-Claude Charvin dans diverses manifestations, l'envie de m'investir pour l'endroit où j'habite et mon département. Très bien. Alors Jean-Claude Charvin, je vais peut-être un peu vous piquer, mais vous êtes maire depuis 1995. Chaque fois que je regardais les élections, les résultats, je vous voyais élu au premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Vous êtes obligé d'aller au deuxième tour? Bon, il s'est passé quelques difficultés relationnelles au sein de l'équipe que j'avais le plaisir de diriger à l'époque. Et puis un quatrième candidat qui s'est également présenté. Donc c'est vrai qu'il y avait plus de candidatures. Les voix se sont éparpillées. Et oui, puis il y a eu deux problèmes particuliers. Le premier, c'est, j'allais dire, les déclinaisons de l'élection présidentielle avec il faut changer tout le monde, il faut changer le monde, il faut renouveler, etc. Donc je pense qu'une partie du message est également passée, ce que je peux concevoir. Et puis la troisième problématique, elle est liée simplement à l'épisode du Covid, puisque c'est vrai que nous, on a un taux de participation d'à peine 35%, un peu plus de 35%, et c'est vrai que ça a rebattu les cartes. Mais en même temps, je veux dire que ça fait partie de la vie publique, et puis quel plus beau challenge, il me suffit simplement de penser au Real de Madrid et au Paris Saint-Germain, et de me dire que rien n'est jamais perdu. Vous pensez que les gens qui ne sont pas allés voter, c'était beaucoup de vos électeurs ou finalement ça se répartit dans tous les camps? Oh, il y a quand même, je pense, une large partie de nos électeurs, mais il y a eu aussi le fait que, moi j'ai entendu pendant la campagne le bruit, mais de toute façon il va être élu au premier tour comme d'habitude. Vous savez qu'il suffit de peu de choses pour, entre guillemets, démobiliser un électorat. Là, depuis quelque temps, on sent bien que notre électorat que nous avons rencontré depuis quelques jours est beaucoup plus mobilisé que ça n'a été le cas au premier tour. Je sais pas, j'allais dire, la vie publique, elle est faite de haut et de bas, avec des moments plus compliqués, mais je pense quand même que le message qui a été délivré au niveau national sur le dégagisme, etc., il a forcément laissé des traces. Un message que je peux recevoir, mais en même temps, chacun aura ses arguments pour expliquer qu'au-delà du dégagisme, il y a aussi besoin de gens qui non seulement, passez-moi l'expression, tiennent la route, et deuxièmement, sont porteurs de projets. Justement, vous n'avez pas aussi donné une image un peu compliquée pendant 6 ans. On a eu l'impression que votre majorité, elle partait dans tous les sens, que c'était aussi un peu compliqué à gérer tout ça et que finalement, on avait un arbre qui est parti avec plusieurs branches, quoi. Oui, ça vous rappelle pas un président de la République? Il y avait un président de la République précédent qui est parti avec une majorité. Sa majorité a explosé. À la différence de celui-là qui a décidé de ne pas se représenter courageusement, moi j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Parce que j'allais dire que les problèmes personnels et les problèmes relationnels sont des problèmes, mais qu'en ce qui concerne la gestion de la commune, je n'ai jamais lâché d'un iota et j'ai toujours été présent sur la gestion de la commune, mais avec les difficultés internes que j'ai eu à gérer. Je rappelle d'autre part que j'ai sur ma liste aujourd'hui des gens qui étaient sur la liste opposée la dernière fois, donc sur celle de M. Bonny, et qu'eux sont bienvenus me rejoindre. C'est donc preuve que dans toutes les listes, il doit y avoir quelques difficultés relationnelles. Vous avez dirigé la ville, donc on l'a dit, depuis 95. Il y a des gens qui ont travaillé longtemps avec vous. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne veulent plus travailler avec vous et qui se présentent contre vous? Il n'y a pas moyen, avant les élections, de trouver des points d'entente, ou alors on arrive à un point vraiment de rupture? C'est parce que vous n'avez pas les mêmes idées de Rive de Gier, ou alors c'est de la cuisine politique? Écoutez, moi je suis en droit de me poser la question. On avait ce matin un débat sur une radio locale où on m'a expliqué que l'une des listes opposées, etc., avait fusionné parce que pas la même vision des choses. Je me suis simplement permis de rappeler une seule chose, c'est que de mon ancienne majorité qui a démissionné, tous les dossiers que j'avais présentés avaient été votés. Donc je ne sais pas où était le désaccord, parce que si on n'est pas en accord avec quelqu'un, on ne suit pas 100% de son programme et 100% des propositions pour le développement de sa commune. Donc je crois que la question, c'est pas moi qu'il faut la poser. Moi, j'ai mes réponses, mais je précise simplement que cette majorité qui, à un moment, a voulu se désolidariser, a quand même voté tous les dossiers de la ville, et même le budget. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec votre politique, mais qu'ils rejetaient l'homme? Je sais pas, il faut leur poser la question eux. Après, j'en avais un certain nombre qui étaient présents à mes côtés depuis quelques années. Je n'ai jamais senti un rejet particulier. Est-ce qu'il y a des velléités qui ont pu se manifester en interne, etc. Mais vous savez, l'être humain est parfois d'une complexité totale. Moi, par contre, j'ai une qualité qui peut être un défaut, c'est que j'ai toujours été droit, et quand je dis quelque chose, je vais jusqu'au bout.
Si les gens apprécient, ils me font confiance. S'ils n'apprécient pas, ils me jettent. Mais ça fait partie de C'est la la vie démocratie. normale. Mais je ne varie pas d'un iota. Je rappelle que ma liste s'appelle Gardons le cap. Qu'est-ce qui vous pousse encore aujourd'hui à redemander un mandat de 6 ans? C'est parce que vous n'avez pas fini le travail, il y a encore d'autres projets, c'est quoi cette envie de continuer? Alors, je vais déjà vous dire à titre personnel, moi, je ne vis pas comme un éloge ou comme une gratification le fait d'être maire de Rive-de-Gier. J'ai toujours considéré que le maire de Rive-de-Gier, c'était quelqu'un qui était là au service de sa population et surtout qui devait porter des projets. J'avais décidé au cours du mandat précédent de ne pas me représenter. Et puis, vous venez de résumer en quelques phrases les vicissitudes internes que j'ai connues durant les 2-3 dernières années de mandat. Et je me suis dit, mais si tu dois laisser les clés de la maison, ça paraît difficile, entre guillemets, de faire confiance à des gens qui aujourd'hui ne souhaitent plus collaborer avec toi et travailler avec toi. Donc j'ai décidé de me représenter. La première raison, c'était effectivement d'assurer, entre guillemets, la stabilité de la gestion de la collectivité. Et la deuxième raison, et celle-ci beaucoup plus importante, c'est que j'ai passé les 3/4 de ce mandat à faire du lobbying pour défendre des projets très importants en termes structurants, en termes financiers et en termes d'aménagement pour la commune. La requalification du centre-ville, une opération programmée d'amélioration de l'habitat toujours sur le centre-ville, la requalification de l'entrée Est avec Saint-Étienne Métropole, c'est-à-dire tout l'ancien site du Ralex, le site ArcelorMittal, etc., la zone industrielle de Couzon. Donc des dossiers que j'ai portés en termes de lobbying et en termes de construction, parce que ce que les gens ne comprennent pas, et quand on me dit mais il ne s'est pas fait grand-chose, bien sûr que visuellement il ne s'est pas fait grand-chose, mais j'ai mis 4 ans à négocier le fait que Rive-de-Gier soit retenu par l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et on a tellement bien, entre guillemets, présenté le dossier que l'Agence nationale de rénovation urbaine l'a classé au niveau national, puisque nous sommes la commune où il y a plus de 9 millions de participation de l'ANRU, alors que normalement c'est 7 millions pour des dossiers d'intérêt régional. Donc Rive-de-Gier est reconnu au niveau national. Le projet de requalification de l'entrée Est porté par Métropole a été validé. Aujourd'hui, Métropole a mis sur la table 15 millions d'euros pour nous aider à la requalification. Et ce projet, il engage la ville pour 10 ans. Concevez que l'ayant porté, entre guillemets, sur les fonds baptismaux, j'ai quand même envie, avec l'équipe dont je me suis entouré, de voir non seulement démarrer, mais beaucoup avancer l'état de ces dossiers. Et je me fais une joie et une fierté de les avoir portés et défendus, et demain de pouvoir effectivement commencer à les réaliser. Mais pas à titre personnel, parce que Ça c'est veut pas dire- ma culture. Ouais, ça veut dire que Rive-de-Gier va connaître de grands chantiers dans les mois qui viennent? Ou dans... C'est simple, On a peut-être même des dates, non? Ah oui, bien sûr, oui. On a signé donc le dossier en rue en mars 2019. Les premiers dossiers ont été déposés avec un début de réalisation qui aurait normalement dû se voir début 2020, mais avec la période que nous avons vécue, il y a eu quelques semaines et quelques mois de retard. Je vais vous donner quelques chiffres. La requalification du centre-ville, c'est 60 millions d'euros. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat portée par Métropole, dont c'est ma vice-présidence, l'habitat, c'est 9 millions d'euros supplémentaires qui seront mis sur le secteur. Et la requalification de l'entrée Est de Saint-Étienne, c'est pour l'instant une première tranche de 15 millions d'euros, mais on ira probablement à hauteur de 30 millions d'euros. Donc tous ces dossiers sont validés, financés. Nous avons l'accord de Saint-Étienne Métropole, l'accord de la région, l'accord du département. L'ANRU, nous avons signé comme la ville de Saint-Étienne et la ville de Saint-Chamond. Donc tous ces dossiers sont aujourd'hui validés et engagent la ville pour 10 ans. Donc on démarre les chantiers quand là, sur Rive-de-Gier? Certains ont déjà démarré. Ça a déjà démarré. Oui, bien sûr. Et le point d'orgue de tout ça, c'est ce qui a été validé en dernier, parce que ça se réalisera très certainement au bout de toutes ces tranches, c'est la découverture du Gier, qui a également été validée par l'État dans le cadre du plan prévention risque inondation et Saint-Étienne Métropole. Ça veut dire que dans les années qui viennent, on va voir Rive-de-Gier changer. Bien sûr. Mais vous savez, Rive-de-Gier avait déjà beaucoup changé, parce que les gens ne se rappellent plus de l'état dans lequel j'ai trouvé cette ville en 1995. Je vais vous prendre quelques exemples. Nous n'avions pas de zone économique. Les 2 zones industrielles étaient occupées par des friches. J'ai à l'époque, seul, puisque nous n'étions pas à Saint-Étienne Métropole, porté la requalification de la zone industrielle de Complaine et la zone de Brulon-Valette. Ces 2 zones sont aujourd'hui pleines. Donc nous avons pu travailler avec la SEDL, l'Agence de développement économique dont j'assurais la présidence à l'époque, pour requalifier ces zones. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la gare de Rive-de-Gier, c'était une gare du 19e siècle, sans parking, on a fait tout l'aménagement de la gare, porté par la seule ville de Rive-de-Gier avec une participation de la région. Ensuite, nous avons lancé le grand plan de réhabilitation, le dossier ANRU 1 sur le quartier du Grand Pont, 55 millions d'euros, 10 ans de travaux.
Mais avant les 10 ans de travaux, c'est 5 ans de préparation pour que le dossier soit présenté. Réalisation de la piscine intercommunale, portée au départ par Yves de Gier, et nous nous sommes adjoints à la participation de 16 communes dans le cadre du syndicat du Pays du Gier pour justement avoir un projet encore plus important et plus ambitieux, porté donc par la ville de Rive de Gier. Ensuite, nous avions un centre social, par exemple le centre social Henri Matisse, qui était dans des préfabriqués. Nous avons installé le centre social en centre-ville, puisque c'était le secteur de compétences du centre social. Nous avons construit la maison des associations. Comme ça ne suffisait pas, nous nous sommes également penchés sur le dossier de la MJC, qui vivait dans un préfabriqué depuis des dizaines d'années. Nous avons construit une MJC neuve, et ainsi de suite. Donc, on peut dire que je n'ai rien fait, mais c'est vrai qu'on oublie facilement l'état dans lequel moi j'avais trouvé la commune. Et j'y ajoute un dernier élément, c'est que quand je suis arrivé à la tête de la commune, j'avais sur le bureau du maire 2 dossiers, un refus de la Caisse d'épargne et un refus du Crédit Agricole de souscrire des prêts pour la ville de Rive de Gier, compte tenu de l'état des finances. Je peux vous dire que demain, si c'est nous, tant mieux, nos successeurs trouveront eux une situation financière particulièrement sympathique, parce que le budget de la ville est un des plus beaux budgets du département de la Loire, avec des capacités d'investissement et d'autofinancement. On va revenir sur votre programme. Moi, je voulais savoir aussi comment s'était composée cette liste, parce que du fait qu'il y a eu des divisions, vous êtes presque reparti sur une nouvelle liste, là. Donc, comment on recrute des gens ou c'est des gens qui viennent vous voir? Alors, je voudrais d'abord relativiser les choses. Quand vous dites que j'ai eu beaucoup de divisions, ça concerne 5-6 élus, pas plus, qui ont décidé... Sur combien quand on est sur une liste? Nous étions 27 sur les 33. 5-6 élus qui, entre guillemets, se sont désolidarisés, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai continué à fonctionner, même avec ces gens-là plus à mes côtés, avec une majorité sans difficulté. C'est peut-être qu'ils ont fait beaucoup de bruit, alors. Je sais pas, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Moi, on m'interroge sur les motivations des gens qui, entre guillemets, ont décidé de ne plus me suivre. Moi, j'attends, c'est à eux de s'en expliquer. C'est pas à moi de donner des explications. Moi, vous savez, j'ai pas changé ni dans ma personnalité, ni dans mon comportement. Alors, on me reprochait tout à la fois d'être trop directif et de ne plus vouloir m'occuper de la ville. C'était dans un article de presse où on disait le maire est plus intéressé par la ville, et ça se concluait en disant de toute façon, il décide de tout seul. Donc, expliquez-moi où je dirige tout et où je suis plus intéressé par la ville. Moi, ma personnalité n'a pas changé. Je sais que j'ai des côtés positifs et des côtés négatifs. Alors, comme le tout le côté monde. négatif, c'est le côté un peu fêtard, un peu machin, etc. Mais quand je suis au boulot, et ça m'a été inculqué par mon papa, quand je suis au boulot, je suis au boulot. Et au boulot, j'y suis très souvent, et pratiquement tous les jours de la semaine, et même le week-end. Et quand on a besoin de moi, je suis toujours là. Donc, je peux avoir mes côtés négatifs, mais on ne peut pas me reprocher de ne pas être présent et de ne pas être à l'écoute de ma population. Donc, comment ça s'est passé, cette nouvelle liste? Vous avez finalement eu peu de gens à renouveler? Ah si, j'en ai reconduit une douzaine, et puis il y en a plus de 21 qui sont des nouvelles personnes. Donc alors, là, les gens, ils viennent vous voir et vous disent j'ai des idées pour la ville, je veux travailler avec vous. Comment ça se passe, la cuisine interne, si on peut l'évoquer? Non, c'est pas de la cuisine interne. D'abord, pendant le mandat, j'avais quand même rencontré beaucoup de gens qui m'avaient dit, tiens, la prochaine fois, je pourrais être intéressé. Des gens qui avaient 25-30 ans et qui, voyant un petit peu comment fonctionnait la ville, ont décidé de s'impliquer un peu plus, donc ils sont venus me rejoindre sur la liste. Après, je reconnais qu'il y a des gens que j'ai sollicités. J'ai sollicité Séverine Reynaud, en lui disant, écoute, on fait un super job au conseil départemental. En plus, dans notre projet de développement, le numérique tient une place très très importante, et j'ai besoin de tes compétences en termes de développement de tout ce qui touche au numérique, aussi bien à destination du secteur étudiant, lycéen, etc., que du secteur personnes en difficulté sociale, qui puissent avoir accès. Donc, ça s'est bâti autour du fait que nous avions déjà l'expérience de bosser ensemble. Donc, Séverine Reynaud, je reconnais que je lui ai fait appel et qu'elle a répondu tout à fait rapidement. Et puis, j'ai reconduit quand même quelques-uns de mes anciens adjoints, donc, qui ont décidé de rester avec moi et qui se sont toujours bien entendus avec moi. Et puis, le reste, c'est des personnes nouvelles qui sont venues nous rejoindre et qui nous ont fait très plaisir. Oui. Des personnes qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec la vie politique. Je n'ai personne d'encarté sur ma liste. Ouais. Très bien. On va parler d'un sujet qu'on a beaucoup évoqué pendant 2 mois, c'est ce fameux Covid-19. Au soir du premier tour, est-ce que vous vous imaginez déjà à vivre ces 2 mois qui viennent de passer là? Oui. Oui. Non, moi, je ne veux pas jouer Agnès Buzyn. Je ne dis pas que je me doutais que le Covid, entre guillemets, mais sur les quelques semaines qui ont précédé, entre guillemets, le déclenchement du confinement, j'ai bien senti que la pression montait et que, aussi bien dans les messages nationaux que dans les messages relayés sur le terrain, à la fois par les autorités de l'État, etc., on se préparait effectivement à prendre une position
Il suffisait d'écouter les infos pour voir que la Chine s'était confinée, pour voir qu'un certain nombre de pays commençaient à se confiner. Et là, je me suis tout de suite posé la question de me dire, parce que c'est peut-être là où le fait d'être un vieil élu ou machin fait qu'on a quand même un peu d'expérience, je me suis dit, mais par contre, il va falloir assurer la continuité du service public. Parce que même confinés chez eux, les gens ont des besoins. D'abord, les premiers besoins, c'est les besoins sociaux, c'est-à-dire les personnes les plus en difficulté, les plus éloignées de possibilités de déplacement, etc. Donc les personnes âgées, les personnes en situation sociale difficile. Donc on a mis en place immédiatement avec mes chefs de service un protocole de fonctionnement qui nous a été aussi imposé parce qu'il a fallu respecter la problématique des gestes barrières et de la protection de nos salariés. Donc je prends l'exemple, un service technique avec 15 personnes, il a tourné plus qu'avec 5 personnes puisqu'on a été obligé de respecter. Après, on s'est trouvé confronté à des difficultés. On a eu des cas de Covid, par exemple. Le problème d'un cas de Covid, c'est que vous avez 5 personnes dans un service, une personne est atteinte par le Covid, vous mettez les 5 en quatorzaine. Donc ça veut dire que tous les jours, il a fallu faire le point et continuer à rendre le service public. On a continué à instruire les actes d'urbanisme, on a continué, moi j'étais présent tous les jours en mairie, à traiter les actes d'état civil, les naissances, les décès, tous les certificats que les gens voulaient. Donc, on a assuré complètement le fonctionnement du service public. Alors, certes, avec moins de rendez-vous. Les cartes d'identité, c'était un peu compliqué de prendre les empreintes des gens compte tenu du Covid. Donc, forcément. C'était peut-être pas l'urgence non plus. Non, mais vous aviez des gens qui pouvaient se trouver en difficulté parce que leur papier était périmé. Donc, à ce moment-là, il y a eu un certain nombre de dérogations. Il y a eu des tolérances. Oui, il y a eu des tolérances. Mais c'est le genre de demande qu'on n'a pas pu satisfaire parce que, effectivement, c'était pas possible. Et donc, on a satisfait la quasi-totalité des demandes de fonctionnement d'un service public, mais dès le surlendemain du confinement. Et je l'avais senti venir. C'est pour ça qu'on a été réactif très, très vite et qu'on a pu mettre en place, effectivement, un fonctionnement adapté. Alors, avec les contraintes qui étaient les nôtres, comme toutes les collectivités, mais plutôt de façon positive. Et en tant que maire, les consignes, elles viennent de qui? Quand elles viennent de l'État, là, elles viennent donc du préfet? Oui, bien sûr. Ils vous expliquent les normes, ils vous disent ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à ne pas faire. Ou alors là, il y a une marge de manœuvre. Comment ça se passe exactement? Vous êtes le premier maire à être à ce micro. Je veux dire, par exemple, la décision de fermer les écoles, elle est prise par le ministre par déclinaison, par le préfet du territoire. On ferme les écoles. Donc fermer les écoles, ça veut dire que nous, on a eu à gérer simplement une problématique de personnel, puisque tout le personnel affecté aux écoles, il a fallu effectivement, soit pour certains, les mettre en autorisation spéciale d'absence, soit pour d'autres, renforcer certains services qui, eux, étaient encore en état de fonctionner. Je prends par exemple le portage des repas à domicile. On a eu une explosion de demandes de portage de repas à domicile. Nous avions quelques collaboratrices et collaborateurs qui étaient affectés à ce service. On a multiplié par 3 en prenant des gens qui étaient autrefois affectés sur d'autres services et dont, par exemple, le service scolaire qui était fermé. Certains sont venus en renfort. Ensuite, on a géré, une bonne partie des difficultés de fonctionnement de toutes les collectivités, mais dans le cadre du protocole sanitaire. Et le protocole sanitaire imposé par l'État, c'est le préfet qui nous a fait la déclinaison. Restait, par exemple, la problématique du choix du maintien ou non des marchés. Moi, je reconnais et j'assume aujourd'hui mes responsabilités, même si j'entends ça et là des critiques en disant on aurait dû rouvrir plus vite, on aurait dû, etc. Le message que j'ai tenu, c'est priorité à la santé de mes concitoyens et priorité à la santé de mes collaboratrices et collaborateurs en mairie. Donc, on met en place tout ce qui déjà protège la santé des gens. Et ensuite, en fonction de l'avancement, entre guillemets, du confinement, des confinements, on verra comment on peut ajuster les choses. Mais j'ai pris la décision, par exemple, de supprimer les marchés parce que je me suis rendu compte que sur le territoire national, dans certains secteurs, ce sont les rassemblements qui avaient le plus généré, entre guillemets, de difficultés. La question m'a été posée, par exemple, sur les marchés. On m'a dit oui, mais à Montbrison, machin, ils ont ouvert les marchés. Je dis peut-être. Je dis par contre, regardez dans la plaine le nombre de cas de coronavirus qui se sont posés. Je ne dis pas que ce sont les marchés, mais ça veut dire que quelque part, cette saleté, elle est en circulation. Et moi, je prends la responsabilité d'assurer le fonctionnement du marché dans le cadre du protocole sanitaire. Mais lorsque les gens viennent au marché, ils ne sont pas dans le respect du protocole sanitaire, et lorsqu'ils quittent le marché, ils ne sont plus dans le cadre du respect du protocole sanitaire. Aller empêcher des gens, en arrivant par grade de dizaines ou de cinquantaines, de ne pas se dire bonjour, de ne pas se serrer la main, de ne pas être serrés les uns contre les autres en attendant de pouvoir pénétrer sur le marché, et idem lorsque les gens sortent. Des gens qui sont restés confinés chez eux pendant 10, 15 jours, 3 semaines, etc., à la sortie d'un marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se parler, ils vont s'asseoir entre eux sur un banc, et c'est là où le risque pouvait s'avérer élevé. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision, et je le reconnais volontiers, je l'assume. Et politiquement, et votre projet, est-ce que ça a changé quelque chose ces 2 mois de
situations bizarres dans votre réflexion et dans vos envies presque même? Non, parce que le projet, justement, il s'inscrit pleinement là-dedans. On est en particulier sur le domaine de l'écologie et du développement durable, qui sont effectivement des thèmes relativement importants. Dans les 3 grands dossiers, qu'il s'agisse du renouvellement du centre-ville, de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat ou de la reconquête de l'entrée-est, on est effectivement sur le fait de donner à la ville un environnement des plus agréables possibles, des moins polluants possibles, etc. Donc, c'est-à-dire améliorer autant que faire se peut le cadre de vie de nos habitants pour leur assurer, j'allais dire, une certaine sérénité d'une part, et puis leur assurer le maximum de couverture en matière de santé. On a par exemple sur le centre-ville une opération santé qui est menée en collaboration avec l'Agence régionale de santé, où nous avons fait une analyse appartement par appartement des difficultés liées aux problématiques de pollution, qu'elles soient sonores, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient environnementale, qu'elle soit pollution, autoroute, etc. Et on sait que dans le cadre des réhabilitations, eh bien, on mettra en place une politique de mise aux normes qui assurera une meilleure santé à nos concitoyens de centre-ville. Voilà, c'est toute la philosophie de ce projet, qui est non seulement un projet de requalification, mais qui prend en compte la thématique du développement durable et de l'écologie. Alors, il n'y a pas qu'à Rive-de-Gier, c'est un peu partout. Comment on se projette sur l'avenir pour le centre-ville et le commerce, justement? Comment on garde du commerce, comment on renouvelle du commerce, comment on fait venir des commerçants? Est-ce que là aussi, il y a des choses qui sont prêtes pour Rive-de-Gier? Bien sûr. Alors, je ne veux pas détailler tout le... Non, mais... Je vous ai dit, le projet de requalification du centre-ville, c'est plus de 60 millions d'euros. Ça ne concerne pas que l'habitat. C'est justement, qu'est-ce que ça va devenir, ce centre-ville? Ça ne concerne pas que l'habitat, ça concerne l'aménagement des espaces publics. Ça concerne les équipements recevant du public, donc le cinéma, le conservatoire de musique, le théâtre de l'imprimerie, etc., qui vont être reconditionnés pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions. Et un gros volet sur l'aspect commercial, c'est-à-dire reconditionner des locaux, donner des aides à nos commerçants, etc., aux existants, et permettre, à travers, par exemple, une politique de préemption que nous avons mise en place, la ville s'est portée acquéreur de pratiquement 60% des fonds de commerce qui fermaient depuis 2-3 ans, pour effectivement non seulement permettre la requalification dans le cadre du projet de réhabilitation du centre-ville, et les mettre à disposition de nouveaux commerçants. À telle preuve d'ailleurs que depuis maintenant 1 an, on a déjà 4 ou 5 nouveaux commerçants qui se sont installés sur le centre-ville. Et comment on fait pour les attirer, justement, ces nouveaux commerçants? On leur fait payer moins de charges, on les aide, on les accompagne? Non. Mais non, c'est ceux qui disent on fera payer moins de charges aux nouveaux commerçants. J'ai entendu même des boutiques éphémères. Alors, boutique éphémère, c'est une chose. Boutique éphémère, moi, j'y suis favorable parce que boutique éphémère, effectivement, ça fait aujourd'hui partie d'un développement du commerce qui fait qu'on a dans toutes les communes la possibilité pendant 1 mois, 2 mois, Et de faire des 6 essais mois, en plus. de pouvoir, effectivement, donc ça permet de ne plus avoir une vitrine vide, de remettre un petit peu sur la zone de chalandise une potentialité d'achat. Par contre, moi, je ne suis pas favorable à faire des exonérations aux nouveaux commerçants parce que ça voudrait dire que les anciens commerçants payent tout et que les nouveaux ne payent rien. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'égalitaire. Donc, s'il y a des efforts à faire, c'est effectivement plus nous, communes, sur l'aménagement, puisqu'on est propriétaire, etc., sur le fait de pouvoir mettre à disposition, mais pourquoi faire des avantages fiscaux? Bah oui, alors que les commerçants actuels payent leurs taxes depuis des années, où on le fait pour tout le monde, où on le fait pour personne. Juste une parenthèse, on n'est pas très loin. Est-ce que le commerçant de Rive-de-Gier a peur de ce fameux style qui ouvre à Saint-Étienne? Ou alors est-ce que les ripagériens sont un peu plus axés sur les commerces de Givors? C'est toute la problématique de Rive-de-Gier. En fait, lorsque nous avons lancé notre plan de réaménagement et développement du commerce et que nous l'avons intégré sur le dossier de requalification du centre-ville, on a lancé une vaste étude de marché où on s'est aperçu que Rive-de-Gier avait une clientèle intramuros, c'est-à-dire les ripagériennes et les ripagériens, mais qu'on avait aussi une zone de chalandise qui correspondait à peu près à 40 000 habitants. C'est-à-dire, en gros, le canton de Rive-de-Gier jusqu'à la Grand-Croix, Lorette, etc., plus les coteaux, Saint-Martin-la-Plaine, Jolilac, et une partie des Monts du Lyonnais qui vient effectivement de façon très récurrente à la fois sur le marché de Rive-de-Gier et faire des achats. On a pu le voir avec l'Union des commerçants lorsqu'il y avait des manifestations commerciales. On a bien vu que les tickets correspondaient parfois, les tickets de jeu correspondaient à des gens. Donc ça veut dire un bassin de clientèle de 40 000 habitants qui vient pour partie sur Rive-de-Gier. Mais nous sommes coincés entre 2 monstres. Le premier, c'est Carrefour-Givors, et le deuxième, ça sera demain Style à Saint-Étienne. Donc c'est bien pour ça qu'il faut qu'on mette en place une vraie politique de dynamisation de nos commerces à travers des financements, à travers des aménagements portés par la collectivité locale pour lui permettre de se développer. Mais je peux vous dire que moi j'ai été sollicité par exemple sur la requalification du site de Duralex par une grande enseigne commerciale. J'ai dit non,
J'ai dit, écoutez, on a déjà Rive de Pour Gier. faire encore une grande surface? Bien sûr. Vous pensez que le site il est complètement adapté pour une grande enseigne, accessible, proche de tous les centres névralgiques de circulation, de la voie SNCF. Et j'ai dit tout de suite non. J'ai dit nous, notre théorie, c'est de dire on a 3 moyennes surfaces. Alors, excusez-moi de citer les noms. On a un Carrefour Market, on a un Lidl et on a un Intermarché qui correspondent globalement à notre bassin de vie, à la clientèle potentielle. Qui embauche, à eux tout confondus, plusieurs centaines de salariés. Je ne veux pas mettre en péril ces espaces commerciaux. Et en même temps, le fait d'avoir ces espaces commerciaux fait que la population reste sur Rive de Gier et que le commerce local d'autres activités que l'alimentaire, par exemple, peut bénéficier de retombées puisque ces 3 moyennes surfaces maintiennent. Si j'avais accepté une grande enseigne, ça en faisait une de plus. Moi, je le porte pas jugement. Ça serait surtout peut-être une de trop aussi. Oui, c'est une de trop. Parce que là, Et puis, écoutez, je suis comme tout le monde. Moi, je suis un homme de formation subdeco. Les études marketing montrent aujourd'hui que les grandes enseignes et les hyper sont en train de décliner. Tout simplement parce que le consommateur n'a peut-être plus envie non plus nécessairement de faire des kilomètres, parce que tout le monde est proche, entre guillemets, de son budget de fonctionnement, etc. Donc déjà, moins besoin de se déplacer. Retour aux produits locaux. Or, les producteurs locaux, ils sont dans notre bassin de vie, entre guillemets. Ce qui fait que le commerce de proximité, aujourd'hui, à mon avis, il a encore de l'avenir. Et les hypermarchés sont en train de s'effondrer. C'est pas innocent si les grandes enseignes sont en train de licencier. et puis peut-être que le Covid a encore fait changer un peu plus la mentalité. Et le Covid, de ce côté-là, c'est peut-être le seul côté positif du Covid. Ouais, et j'ai envie de vous dire, en tant que maire, est-ce que vous n'avez pas envie justement de renforcer... Du Covid, non. Non, de renforcer et de développer le côté marché. Mais bien sûr. Mais je vous rappelle qu'à Rive de Gier, on a un marché le mardi, on a un marché le vendredi, on a un marché des producteurs le samedi matin. Alors, on pourrait continuer à développer, mais je crois qu'il faut aussi être conscient de la capacité, entre guillemets, d'accueil, et puis surtout des capacités financières de la population. Donc, on ne peut pas mettre 5 marchés. Mais un marché Non, mais mardi... est-ce qu'on peut pas les... Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai aussi l'impression que beaucoup de gens qui travaillent n'ont pas accès à ces marchés-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser par moment, se dire, tiens, le marché à 18h ou à 19h, ou changer un peu les formules? Alors, c'est quelque chose qu'on a évoqué il y a quelques années avec à la fois puisque nous sommes sous un régime de délégation de service, donc avec un gestionnaire qui nous a dit que ce genre d'expérience avait tenté d'être mené dans certaines communes, mais ça marchait relativement peu parce qu'il n'y avait qu'une petite clientèle ciblée qui venait en fin de journée et que par contre, si on supprimait une partie des autres marchés, j'allais dire que l'équilibre financier serait Non, mais compliqué. c'est pas le supprimer, c'est le décaler ou l'adapter. Oui, mais je vais prendre l'exemple. Nous, on a mis le marché des producteurs le samedi parce qu'on sait que le samedi, c'est la clientèle. Et le marché des producteurs ne désemplit pas le samedi matin. Donc, ça permet effectivement d'avoir le panel, j'allais dire, de population classique, habituelle, le mardi et le vendredi. Et ça permet d'avoir aussi toute la population qui n'a pas la capacité temporaire puisqu'elle travaille et de venir le samedi. On peut tenter toutes les expériences. Hein. Moi, je suis ouvert à tout. Mais d'expérience, une simple question de consommateur. Oui, ce que m'a dit notre gestionnaire, il nous a dit que ça a été tenté dans d'autres communes, mais ça ne répond pas nécessairement. Après, je vais vous dire, moi, je fais partie des gens qui finissent pas nécessairement tôt. Lorsque vous rentrez du boulot à 18h, 19h le soir, vous n'avez pas nécessairement envie d'aller sur le marché. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les moyennes surfaces ont ouvert des drives. C'est-à-dire que les gens passent leurs commandes, viennent les récupérer en rentrant le soir. Je me mets à la place de quelqu'un qui s'est tapé du déplacement SNCF pour aller à Lyon, qui a bossé toute la journée, qui n'a pas nécessairement envie à 18h30 d'aller sur le marché non plus, parce que besoin de retrouver sa famille, de se poser un peu. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le marché de Montbrison. Je sais que le marché de Rive de Gier a une belle cote aussi. Est-ce que c'est des gens qui viennent de loin pour vendre leurs produits? Et là aussi, est-ce que c'est des gens qui viennent de tout le coin ou même de plus loin pour venir faire leur marché? Est-ce vous avez des études ou des commentaires ou des dialogues? Sur la clientèle du marché, non, c'est une clientèle plutôt locale, hein. Alors, qui s'étend un petit peu plus loin que le seul canton de Rive de Gier. On a parfois des gens qui descendent de Saint-Chamond, on a des gens qui viennent de Givors, etc. Sur la clientèle. Après, sur les commerçants présents sur le marché, il y a deux types de commerces. Il y a ce qui touche à l'alimentaire. Ce qui touche à l'alimentaire, on a pas mal de gens qui sont, j'allais dire, des locaux. Alors, quand je dis des locaux, c'est pas de Rive de Gier, hein, parce qu'on n'a pas la capacité à produire tout, mais on a pas mal de gens qui sont soit de la vallée du Gier, soit du proche environnement stéphanois qui viennent. Et sur le reste, sur la confection, les articles textiles, etc., non, ça c'est vraiment des commerçants qui viennent de toute la région Rhône-Alpes. Vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, le site Duralex, il va devenir quoi?
Alors, le site Duralex, c'est un site qui nous pose des problèmes depuis 2006, c'est-à-dire que ça va bientôt faire 14 ans. Le problème le plus important pour nous, c'est que nous n'en avons pas la maîtrise. Alors, quand je dis nous, c'est pas la ville de Rive-de-Gier, puisque le site a été acquis par Epora, pour la première partie, acquis par Epora, mais que nous sommes sous le coup d'une liquidation judiciaire qui n'est toujours pas tranchée depuis 2006, parce que le tribunal de commerce d'Orléans avait confié donc à un liquidateur lyonnais le fait de vendre le site. Devant l'impossibilité du liquidateur de retirer l'argent qu'on lui demandait, je rappelle qu'à l'époque, le passif des AGS pour le site Duralex, c'était près de 20 millions d'euros. Donc le liquidateur pensant en tirer 20 millions d'euros, nous avons bloqué toutes les ventes puisque c'était strictement impossible d'offrir 20 millions d'euros pour le site. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la maîtrise foncière du site avec Epora. Par contre, mes multiples interventions auprès du préfet ont permis d'obtenir l'autorisation de pénétrer sur le site, parce que la problématique du site, c'est qu'il est pollué, il a été incendié plusieurs fois et qu'il présente une dangerosité importante. Donc le préfet, avec l'accord des services judiciaires, nous a donné l'autorisation ainsi qu'à Epora de pénétrer sur le site pour le sécuriser et pour commencer à le dépolluer, puisqu'on a en particulier de l'amiante et un certain nombre de pollutions. Donc ça veut dire que je pense que dans le courant de l'année, nous serons effectivement propriétaires, puisque le dernier jugement qui avait été fait par le juge d'expropriation a attribué à Epora pour l'euro symbolique. Le liquidateur a fait appel. On est reparti pour une procédure qui fait perdre encore 6 mois. Ah oui, non, mais c'est la problématique judiciaire en France. Et donc, on est reparti pour une procédure. Par contre, une fois la procédure terminée, le site sera effectivement attaqué en termes de remise à niveau et de restitution. Mais la problématique de site, elle est double. On a aussi la présence du GIE. Le GIE qui présente des problématiques d'inondation, et en particulier dans le secteur de Couzon, là où est situé l'ancien site. Donc les premiers travaux dont je vous parlais tout à l'heure ont commencé à démarrer. Nous avons, avec Epora et Saint-Étienne Métropole, procédé à l'acquisition des berges auprès des propriétaires privés pour à la fois élargir les berges et permettre un meilleur écoulement et assurer ainsi une diminution du risque d'inondabilité de la collectivité. Et nous allons commencer à traiter les terres qui sont elles aussi polluées, puisque les terres au bord du Gier sont polluées. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de tonnes de terres polluées à traiter, ce qui veut dire qu'une fois la possession du site à peu près acquise, il y a entre 3 ans et 3 ans et demi de travaux avant que le site puisse être mis sur le marché. Tout ça, ça a un coût? C'est payé par la mairie? Non, pour l'instant, c'est porté par Saint-Étienne Métropole et Epora. Et puis ensuite, au fur et à mesure des acquisitions, ce seront soit des privés, puisqu'il est question d'y faire de l'habitat, d'y mettre un petit peu d'activité économique de type tertiaire à travers des ateliers modulables, etc. Donc ça pourrait être porté par des privés. Et il y aura une intervention de la puissance publique, puisqu'en particulier avec la commune de Châteauneuf, nous avons un projet d'école intercommunale, et que là, effectivement, les deux collectivités, Châteauneuf et Rive-de-Gier, devront mettre la main à la poche pour une école intercommunale. Et là, vous avez peut-être la place pour faire quelque chose dans le numérique? Oui, mais c'est bien prévu d'ailleurs, puisque... Exactement. Séverine pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que nous avons bien dans les projets d'aménagement, quand je disais tout à l'heure à destination tertiaire, une grosse plateforme numérique pourrait être installée effectivement sur ces sites. Et quand on veut, j'allais dire entre guillemets, vendre son territoire, comment on fait pour aller chercher justement dans le numérique ou peut-être même dans le tourisme? Comment on fait? On a des gens spécialisés qui vont chercher du monde. Comment on fait sa pub en gros? On passe déjà par les canaux qui existent. Ouais. Je rappelle que nous sommes à Saint-Étienne Métropole, qu'à Saint-Étienne Métropole, nous avons non seulement des délégations, des responsabilités en matière de développement économique, en matière culturelle, en matière de tourisme, etc. Et que donc nous nous inscrivons sur la plateforme de Saint-Étienne Métropole et que la communication de la ville passe par Saint-Étienne Métropole, puisque c'est quand même une communication en métropole qui dépasse les seules frontières de la Loire, et que Rive-de-Gier est totalement intégré dans les présentations qui sont faites, aussi bien sur le volet touristique que sur le volet urbain, que sur, entre guillemets, le cadre de vie. Donc on utilise surtout la plateforme Saint-Étienne Métropole et le département de la Loire, en particulier sur le numérique, où Séverine est très, très partenaire, puisque c'est elle qui gère toutes les plateformes numériques, avec des projets, entre autres, sur la ville de Rive-de-Gier. Vous savez qu'on a un cyberespace qui fonctionne très, très bien, et qu'on envisage de faire des plateformes demain à destination à la fois des secteurs lycéens, étudiants, etc., des personnes les plus éloignées du numérique, donc des plateformes qui permettent aux gens de venir, entre guillemets, s'initier, de travailler avec mise à disposition d'équipements. Enfin, Séverine, pour dire plus que moi. Justement, Séverine, le numérique, c'est un mot où on case on case beaucoup de choses dans ce mot numérique, mais votre rôle, ça va être quoi? Et si vous pouvez en quelques mots, c'est quoi le numérique et l'avenir de Rive-de-Gier dans le numérique?
Alors, le numérique, effectivement, c'est vrai qu'on casse beaucoup de choses et ça peut faire peur, comme un peu l'informatique. Peur non, mais c'est sombre un peu. C'est vrai que c'est un peu sombre. Ça peut être angoissant pour un vieux con comme moi, oui. Le numérique, déjà, je dirais, il y a deux grosses parties. Il y a ce qu'on appelle les infrastructures, c'est-à-dire c'est l'installation de la fibre, on en parle partout. Donc le département, lui, a été précurseur sur ça, puisque la délégation de services publics avec l'OTIM date de 2005, ce qui a permis aujourd'hui d'équiper toutes les zones d'activité de la région, enfin, du département en fibre, depuis déjà des années. Et c'est en suivi ensuite avec le ciel, la zone THD 42, donc délégation de services publics donnée à THD 42 pour les habitants. Donc ça, c'est hors zone de Rive-de-Gier, hors zone SEM, puisque c'est Orange, c'est une zone amie des métropoles qui gère l'installation de la fibre. Donc déjà, pour faire des choses dans le numérique, il faut déjà voir ça. Et la Loire, et je me permets de le dire parce que peu de Ligériens le savent, est le deuxième département de France le plus fibré. C'est le premier en nombre d'habitants fibrés de France. Donc on peut être déjà très très fier de ça. Et à partir de ça, on peut fonctionner. On l'a vu notamment, vous parliez tout à l'heure de la gestion de la crise, les lycéens, les collégiens et même les primaires ont travaillé à la maison sur des supports numériques. Ça a pu se faire parce qu'il y a ces installations fibres et parce que le département, notamment sur la délégation des collèges, s'est dimensionné avec 4 serveurs supplémentaires pour que tous les collégiens en même temps puissent se connecter à l'ENT et faire leur travail en ligne du cybercollège. Donc ça, c'est déjà une première partie. Ensuite, une fois qu'on a les infrastructures, on dit qu'est-ce qu'on en fait ? C'est quoi les usages ? Sachant que le numérique, c'est un outil au service de l'homme. Et ça doit rester un outil au service de l'homme. Ça doit nous simplifier les choses. On le retrouve dans plusieurs domaines. On va le retrouver dans l'écologie, parce qu'on parlait tout à l'heure de qualité de l'air. Donc c'est à travers des objets connectés, des capteurs que l'on peut mettre par exemple dans les écoles pour surveiller la qualité de l'air sur les écoles. Ça, on travaille dessus avec le département et le ciel. C'est des gros projets à venir. Donc on peut équiper tous les bâtiments en contrôle d'énergie. Et c'est ce qu'on va rechercher, c'est-à-dire à travers les matières et les matériaux qu'on va utiliser dans un bâtiment, mais aussi à travers cet outil numérique qui va nous permettre justement de contrôler l'énergie et de consommer moins et mieux. Voilà. Donc ça, on va le retrouver sur cet onglet-là. Ensuite, c'est tout ce qui touche à la jeunesse, parce que on se rend compte qu'on a des gens éloignés du numérique, il y en a plein. Il y a des personnes âgées, mais à la limite, on arrive à le comprendre, mais on se rend compte que des jeunes savent jouer à des jeux vidéo, mais ne savent pas du tout utiliser, faire leur déclaration en ligne, etc. Donc, il y a une nécessité de formation, d'accompagnement auprès de tous ces publics. Et ça veut dire tous ces publics. Ça veut dire qu'à Rive-de-Gier, il y aura un bureau, on pourra aller demander de l'aide, on pourra aller... Alors, ça existe déjà, parce que Jean-Claude Charvin vous l'a dit. Il faut savoir qu'au niveau départemental, le département s'appuie sur des espaces publics numériques. Le cyberespace en est un, et le cyberespace de Rive-de-Gier est un des plus actifs de la Loire. Donc sur ces espaces-là, on va retrouver justement des formations, des créneaux, en lien avec des associations parfois, qui vont pouvoir, dans les quartiers, faire des formations pour ces publics. Il y a aussi les commerces. On parlait tout à l'heure des commerces. J'allais y venir parce que figurez-vous que jeudi, je reçois quelqu'un, on va parler d'e-commerce. Voilà. Alors que Rive-de-Gier va aussi se développer et puis se projeter dans l'e-commerce. Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, on constate la fermeture de pas mal de commerces en centre-ville. C'est pas propre à Rive-de-Gier, et même à Rive-de-Gier, on a tendance à en avoir des nouveaux. Donc, c'est plutôt positif. Ceci dit, ça n'empêche pas que les commerces aujourd'hui ne répondent peut-être pas à tous les services qu'attend la population. Alors qu'Internet y répond. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai besoin de quelque chose pour demain ou après-demain, je vais sur Amazon ou autre, je n'aurais peut-être pas dû le citer. Surtout qu'ils nous enverront pas un cadeau. Hein. Non, bon. Donc, du coup, je vais à la facilité parce que j'ai pas le choix. Il faut que ça soit rapide, etc. J'ai envie de vous dire, il faut vivre avec son temps. Voilà. Donc, on peut avoir deux options. Soit on se dit, il faut demander à tout le monde de ne pas aller sur Internet. Excusez-moi, moi, j'y crois pas, ça ne marchera pas parce que ça répond à un besoin. Soit on se dit, on réécrit un petit peu la façon qu'on a de vendre, c'est-à-dire qu'on garde le local parce qu'il est essentiel, mais on peut se diversifier avec une boutique en ligne. Et ça,
ça commence à cheminer, je pense, dans l'esprit des commerçants. On les avait rencontrés avant le Covid. Moi, j'ai eu des retours pendant le Covid qui auraient bien aimé avoir des sites en ligne de vente. Donc, en fait, l'idée, c'est un projet assez ambitieux qui serait autant pour les commerçants, d'ailleurs, que pour toute la population. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aller voir les manifestations de votre club sportif, vous vous connectez sur le site du club. Si vous voulez aller voir la saison culturelle de la ville, vous vous connectez sur le site de la ville et vous n'arrêtez pas de changer. Donc l'idée, c'est de faire une application unique, donc qui est basée sur une plateforme numérique, où vous avez tous les renseignements de la ville, toutes les démarches administratives en ligne. Vous pouvez payer votre cantine, réserver votre billet de saison culturelle, par exemple, et autres. Vous aurez aussi toutes les informations de toutes les associations qui auront un accès gratuit à cette plateforme où ils pourront mettre leurs manifestations, leurs agendas. Et ça les intéresse parce que souvent, ils se chevauchent. Est-ce qu'on pourra acheter ces billets pour aller à l'imprimerie de notre ami Roland Comte? Tout à fait. C'est sûr. Tout à fait. Ça peut m'intéresser. Voilà. Non, mais tout à fait, vous pourrez le faire. Donc ça, c'est la partie associative, si vous voulez. Il y aura aussi de répertoriés, ça existe déjà, mais ça sera aussi mis sur cette plateforme, tous les artisans de la ville qui, un riz algérien, j'ai besoin d'un plombier, hop, j'ai de suite l'information. Alors ça ne touchera pas que les riz algériens, c'est-à-dire que les communes alentours pourront aussi bénéficier de cette application et ce service. Et puis le dernier onglet, ce sont les commerçants, où ils pourront, à travers cette plateforme, montrer leurs marchandises, leurs produits. Ils auront la possibilité de les exposer, de les vendre et même de les faire livrer. Donc ça leur permettra de développer, parce qu'aujourd'hui, je vais prendre l'exemple d'un magasin de vêtements, par exemple, il va avoir une certaine catégorie, ça lui coûte en stock une manne financière quand même importante. Et les stocks coûtent très cher aujourd'hui. Les stocks coûtent très cher. Le e-commerce, il n'y a pas de stock. Vous faites livrer directement du fournisseur au consommateur. Donc, ça permet de diversifier. On manque, par exemple, de produits pour les hommes sur F2J. C'est quelque chose que les boutiques femmes, aujourd'hui, pourraient très bien développer demain avec une gamme homme en ligne, sans rajouter de coûts de production. Donc, si j'ai bien compris, le numérique, c'est l'avenir et c'est aussi un gros porteur de service pour les RIP algériens. Tout à fait. Et c'est aussi une chose qui est très importante parce qu'on doit travailler au niveau de la jeunesse avec les intéressés directement, je pense, c'est-à-dire avec les jeunes. Et c'est aussi porteur d'emploi, le numérique. C'est-à-dire qu'il faut savoir que sur Auvergne-Rhône-Alpes, dans les années à venir, on sait déjà qu'on a 8000 postes qui ne seront pas pourvus dans ce secteur-là. Et quand je dis le secteur, c'est le secteur en entier. C'est-à-dire c'est la personne qui va installer la fibre, c'est le web manager qui va travailler en bureau. Et il y a tous les niveaux de formation dans ce domaine-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment développer avec la jeunesse. Jean-Claude vous en parlera peut-être tout à l'heure. On veut monter un conseil consultatif de la jeunesse où ils seront partie prenante, leur amener le bon niveau d'information, leur expliquer quels sont ces métiers-là. Alors, il n'y aura pas que le numérique, bien sûr, mais le numérique en fait partie parce que c'est des métiers où, avec un niveau bac, vous pouvez gagner 2000, 2500 euros aujourd'hui. Ce qui n'est pas... c'est pas vrai dans tous les secteurs d'activité. Voilà. Très bien. Un autre sujet, peut-être même le dernier, qui va englober beaucoup de choses, l'incivilité, les attaques personnelles. Est-ce qu'on peut... quel est aussi le projet et votre ressenti par rapport aussi à cette campagne où on voit que sur les réseaux, les gens se lâchent allègrement? Je pense d'abord... On revient encore au numérique. Je pense qu'il n'y a pas de lien entre l'incivilité et le fait d'être victime d'insultes sur les réseaux. Ça en fait partie quand même. Oui, mais enfin bon, c'est commence à être un vieux crocodile. Les attaques personnelles, c'est ce que je subis depuis des années. J'ai qu'une réponse à faire. Je préférais être attaqué sur mes propositions, sur mon programme, qu'on vienne m'expliquer ce qui ne va pas dans les propositions que je fais, plutôt que, entre guillemets, d'être sans arrêt attaqué à titre personnel, ce qui, moi, ne me traumatise pas plus que ça. Par contre, je rappelle quand même que j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des proches. Donc, ce que je demande, c'est un minimum de respect. Ça me paraît le minimum syndical. Ensuite, sur la civilité, ça veut dire que F2J, c'est comme toutes les communes de France. D'abord, je voudrais qu'on sépare l'incivilité et la délinquance. La délinquance a baissé sur F2J. Non pas pendant le confinement, mais elle avait déjà baissé avant. Ce qui veut dire qu'il y a un effort très important qui est fait sur la commune, aussi bien
par la police municipale que la police nationale en termes de répression de la délinquance. L'incivilité, quant à elle, elle se manifeste comme dans toutes les communes aujourd'hui, par des actes, entre guillemets, de non-respect de l'environnement, alors depuis quelques semaines, c'est des pétards le soir, c'est des feux d'artifice, c'est pas spécifique à Rive-de-Gier, hein, c'est dans toutes les communes. On parle beaucoup de rodéo aussi. De Loire-Sud. Des rodéos, il y en a pas plus qu'ailleurs. On a effectivement, entre guillemets, une petite bande qui se rend coupable parce que se croyant, entre guillemets, super protégé, je ne sais pas pour quelle raison, d'incivilité récurrente, ce qui a le don de me faire sortir de moi. Mais le problème, c'est qu'on est aujourd'hui confronté à un double problème. Le premier, c'est la volatilité, entre guillemets, de ces actes. Les feux d'artifice, par exemple, ils peuvent éclater au Grand Pont, à la Madeleine, au Verne. Ça veut dire qu'il faudrait un policier derrière chaque personne incivile pour le surveiller. Et c'est effectivement relativement complexe, entre guillemets, à mettre en place. Par contre, nous avons fait un gros effort. Je rappelle quand même que j'avais promis, et l'engagement était tenu, de monter à 12 policiers municipaux pour assurer, entre guillemets, la surveillance de la commune, que nous avons développé, et nous allons continuer à le faire, la vidéosurveillance, parce que nous sommes bien conscients que la sécurité est un thème qui est très important pour nos concitoyens. Donc c'est quelque chose auquel on est très attaché. Après, j'ai entendu les critiques sur le fait que le commissariat de Rive-de-Gier avait fermé. Alors, je tiens à dire que tout le monde s'est battu à l'époque pour le maintenir, là aussi, j'allais dire, l'expérience que je peux avoir, elle montre bien que lorsqu'un gouvernement et un ministère a pris une décision, vous pouvez défiler dans la rue, etc. Et c'est très très compliqué. Donc moi, je me suis toujours opposé à la fermeture du commissariat. Par contre, j'ai dès le départ anticipé en disant au moins un poste de police, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une permanence. Ça, c'était la première condition sine qua non. Ça a été validé, et je rappelle que c'est la commune de Rive-de-Gier qui a mis à disposition les locaux du poste de police. On en a profité pour déménager notre police municipale et installer le poste de police dans un local totalement neuf et adapté à ses besoins. Et le deuxième engagement que j'avais demandé, et qui lui est tenu malgré tout ce qui peut être dit ça et là, c'est que les effectifs présents sur Rive-de-Gier n'ont pas diminué, ils ont même augmenté, puisque depuis maintenant plusieurs mois, il y a des renforts permanents qui sont affectés sur la commune de Rive-de-Gier, tant en termes de BAC que parfois de contrôle CRS, etc. Donc on a effectivement la présence, on n'a pas de mur, mais on a le personnel de la police nationale. Avec les difficultés de la police nationale, on sait que les effectifs dans tous les secteurs de la Loire, ils sont pas au niveau des effectifs théoriques, et que nous avons fait la démarche avec les maires du Pays du Gier qui sont dans la zone police, parce qu'une bonne partie des maires du Pays du Gier sont dans la zone gendarmerie. Mais pour les maires qui sont dans la zone police, il y a déjà longtemps que nous sommes intervenus auprès du ministère de l'Intérieur pour demander des renforts, entre guillemets, sur le terrain dans la vallée du Gier. Mais c'est effectivement un dossier sur lequel nous, on a fait porter beaucoup d'efforts. 12 policiers municipaux aujourd'hui, plus la vidéosurveillance, c'est des centaines de milliers d'euros qui ont été investis. Ça, c'est la partie, entre guillemets, j'allais dire, répressive. Et puis, on a sur le terrain des équipes de prévention spécialisées, donc avec des éducateurs de la sauvegarde, et on a un travail partenarial avec les structures sociales, qu'il s'agisse des centres sociaux, des deux centres sociaux de Rive-de-Gier, la MJC, etc., et tous ceux qui interviennent dans ce domaine, plus sur le volet préventif, où là aussi, la ville de Rive-de-Gier a mis les moyens, et nous sommes accompagnés, alors jusqu'à présent, par le département, puisque la prévention spécialisée dépendait du département, et à partir de ce 1er juillet, c'est donc Saint-Étienne Métropole qui aura en charge des équipes de prévention spécialisée de la sauvegarde sur le territoire. Donc on a cette présence aussi, donc on travaille à la fois sur le volet prévention et sur le volet répression, mais avec les difficultés liées à un climat particulier aujourd'hui, mais qui n'est pas spécifique à Rive-de-Gier. Il suffit d'ouvrir les journaux pour se rendre compte qu'effectivement, on a sur le territoire beaucoup de difficultés. Et j'y rajouterai la dernière, parce que je pense qu'on n'avait pas besoin de ça, c'est aujourd'hui les déclarations d'un ministre concernant la police nationale par rapport à des événements, etc. Moi, je ne suis pas un adepte du répressif, mais j'ai toujours eu le plus profond respect pour les gens qui représentent la République et l'ordre républicain, et je vis assez mal toutes les critiques qui peuvent être adressées à la police nationale. Il est quand même particulier, ce pays, parce qu'au moment des attentats, tous les Français étaient dans la rue pour applaudir les policiers, et puis aujourd'hui, tout le monde serait prêt à cracher sur les policiers. Oui, mais vous n'avez pas l'impression qu'on entend ceux qui crient le plus fort aussi ? Oui, mais je dis quand même aux gens, et je vais vous dire, hier soir, je n'ai pas retenu grand-chose de l'intervention du président de la République, mais j'ai simplement retenu cette phrase qui m'a paru effectivement frapper du coin du bon sens.
c'est que la police, c'est la sécurité, et la sécurité, c'est la liberté des habitants. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a plus de liberté. Donc il faut bien comprendre que si la police n'était pas là, on aurait encore moins de liberté, et on serait effectivement sous le joug soit de minorités, soit de gens qui imposeraient leurs dictats et leurs lois. Donc moi, j'ai retenu, c'est la seule phrase que j'ai retenue de son intervention hier. Mais elle m'a fait plaisir, celle-ci, oui. Une question, vous avez parlé en tant qu'élu, vous avez parlé des zones police et des zones gendarmerie. Oui. Là aussi, il n'y a pas moyen de faire bouger les choses. Pourquoi il y a des endroits où il y a beaucoup de gendarmes et il y a très peu de population, et des endroits comme les villes où il y a beaucoup de, je vais peut-être mettre ça entre guillemets encore une fois, beaucoup de délinquance, et on a moins d'effectifs de gendarmerie. Alors Oui. je sais bien que c'est des lois qui remontent à plusieurs décennies, mais là on peut pas faire bouger les choses aussi. Alors, c'est des lois qui remontent à plusieurs décennies, mais je crois aussi qu'il faut y prendre quelque chose que les gens ne maîtrisent pas totalement. Lorsque vous intervenez sur un secteur urbain, je prends Rive de Gier. Rive de Gier, c'est 750 hectares. Hein, je parle en superficie de commune. Donc, vous avez des effectifs police qui sont répartis là-dessus. Lorsque vous êtes gendarme à Saint-Paul-en-Jarret, puisque c'est le centre de la vallée du Gier, vous pouvez aller plus loin que Pélussin. C'est-à-dire que vous envoyez un effectif, je dis n'importe quoi, du côté de Pélussin, et si en même temps il se passe quelque chose à Tartara, vous êtes à 60 km, enfin pas 60, mais 40 km entre les deux collectivités. Donc c'est vrai que le territoire de la gendarmerie, il est moins peuplé. Par contre, il est souvent beaucoup plus large en termes d'intervention territoriale. Mais là on peut pas changer les choses aussi, à faire des réorganisations, des. Donnez-moi le ministère de l'Intérieur, je vous jure, je m'en occupe. Ouais, je vous voulais que je vous le donne. Non, Vous ne bougez pas, j'appelle. non. Non, mais c'est une excellente question. Vous savez que j'ai aucun pouvoir, hein. Non, mais je le dis avec un peu d'humour. C'est une excellente question, surtout que Rive de Gier, on l'a vécu de plein fouet. Moi, je me souviens à Rive de Gier, nous avions un territoire de police nationale, puisque Rive de Gier, zone urbaine, était en territoire de police, et nous avions une gendarmerie située sur le quartier du Grand Pont. Ce que personne ne savait, c'est que la gendarmerie, elle était localisée sur le quartier du Grand Pont, mais le territoire d'intervention, c'était pas la commune de Rive de Gier. Sauf que la seule présence d'une caserne, ça semblait sécuriser les gens. Mais les gendarmes n'intervenaient pas sur Rive de Gier. C'est comme en médecine, l'effet placebo. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. Ouais. Juste une dernière question pour la sécurité. On parle beaucoup que le maire est officier de police aussi. Je ne sais pas si je dis. Oui, officier de police. Oui, Quel est exactement votre pouvoir alors? Rien. Rien. Non, c'est-à-dire que. Et un titre honorifique? Oui, c'est-à-dire que demain, par exemple, vous franchissez un feu rouge. Je suis à côté, je dis tiens, telle personne a franchi un feu rouge. Si je vais, je suis reconnu comme OPJ. Mais pour le reste, non. Moi, j'ai pas la capacité d'interpeller un individu, j'ai pas la capacité de faire interner quelqu'un, j'ai pas. Parce que je crois, il me semble que j'avais lu, et c'est encore de l'ironie, mais notre président de région, M. Wauquiez, avait interpellé quelqu'un au Puy qui était en délit, donc il était aussi policier. Non, oui. Non, il avait fait une chasse en voiture. Et... Ah, mais je veux dire, mais il m'est arrivé moi aussi de. Mais par contre, j'ai fait appel parce que comme je suis aussi quelqu'un de terrain, je l'ai jamais mis sur la presse. Mais il m'est arrivé d'intervenir effectivement dans mon quartier et d'appeler la police nationale après avoir cerclé quelqu'un, oui. Mais je l'ai pas mis sur la presse. Je me suis permis d'appeler. Non, mais ça fait partie entre guillemets du rôle des élus locaux. Alors, on nous dit, mais ouais, mais vous êtes le premier officier de police. Non, je crois que les gens mélangent. On n'est pas premier officier de police, on est officier de police judiciaire. Donc, je peux remplir des actes d'état civil, etc. Mais je ne peux pas interpeller quelqu'un. Je peux pas... Vous n'avez pas mené les menottes avec vous? Non, je ne suis pas un homme à menottes. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais les policiers les posent en ce moment, les menottes. J'ai vu aussi et ça, je le dis, mais alors, c'est un autre débat. C'est très inquiétant. Parce que ça veut dire que démobiliser la police nationale, c'est remettre quelque part en cause le fonctionnement de la République, et moi, j'y suis attaché. Moi, je pense qu'on est en train de dériver, et qu'à force de dériver, on va voir l'armée qui va pointer le bout de son nez. Vous avez vu que le général de Villiers, il est plébiscité par les Français, d'après ce que je dis. On est en train de dériver un peu vers un côté un peu sombre, je trouve. Oui, mais le problème, c'est... moi, je ne suis pas un spécialiste de la police ou de la gendarmerie, mais je connais quand même, pour les fréquenter depuis des années, à la fois dans mon rôle de maire et de conseiller départemental, le fonctionnement de la police. La police, ce n'est pas que des gens de terrain. Il y a aussi tous les gens qui mènent des enquêtes. Et ça, c'est pas des choses qui font la une des journaux. Lorsque vous filez pendant des mois une équipe de trafiquants de drogue ou de cambrioleurs, etc., c'est tout un travail qui se fait dans l'ombre, qui se fait discrètement. Ensuite, il y a des problématiques d'interpellation, il y a des problématiques de gestion administrative, des problématiques de transmission au procureur, etc. Et ça, c'est tout un travail de l'ombre. Démobilisons cette profession. Non seulement on n'aura plus personne sur le terrain, mais deuxième risque, il faudra aussi des gens pour mener les enquêtes.
Et on a bien besoin de ces gens-là pour faire arrêter des trafics et un certain nombre de choses. De toute façon, dans une société, chacun a sa place. Exactement. Et la police a sa place. Oui. Dernière chose avant de vous laisser libre, j'allais dire, on n'a pas parlé beaucoup d'écologie. La ville de Rive-de-Gier, dans l'avenir, plus d'écologie, c'est quoi? Alors, d'abord, je voudrais démystifier le fait que Rive-de-Gier ne soit pas accolé à l'image de l'écologie. Depuis maintenant plus de 20 ans, tous les projets que j'ai portés ont été frappés du sceau de l'écologie. Sauf que moi, je ne fais pas de l'écologie un débat politique ou un combat politique. Pour moi, l'écologie, c'est la vie de tous les jours. C'est le respect de son environnement. Ça commence déjà par des choses comme ça. Et c'est ensuite, pour ce qui dépend des collectivités locales, l'intégration dans tous les projets qui sont les nôtres du volet développement durable, écologie, etc. Depuis des années, tous les projets que j'ai portés. Je pense en particulier la reconquête du Gier à travers le contrat de rivière qui a été mené d'abord sous l'égide du syndicat du Pays du Gier et puis ensuite Saint-Étienne Métropole. C'était frapper du sceau de l'écologie, c'était reconquérir le Gier. On a par exemple un parcours de pêche no-kill à Rive-de-Gier. Je crois qu'on est la seule commune urbaine où on peut venir pêcher entre guillemets et avec la certitude de la qualité du poisson pêché. Mais comme on ne peut pas le consommer, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça a été frappé du sceau de l'écologie. Tous les dossiers que j'ai portés, réhabilitation des bâtiments publics, demain, projet de requalification du centre-ville, reconquête de l'entrée-est, etc., tout est frappé du sceau de l'écologie. Mais je n'ai pas besoin de me mettre une couleur verte. Pour moi, l'écologie, c'est le quotidien et c'est l'intégration dans tous les projets, entre guillemets, d'un côté environnemental qui préserve d'abord la santé de nos concitoyens, deuxièmement, leur cadre de vie et troisièmement, la durabilité des équipements, etc. Et tous les investissements qui sont faits sont effectivement tous en capacité d'intégrer ce volet. Donc, a priori, très confiant pour le 28 juin ou alors on a un peu l'esprit dans le doute? Moi, je suis pas quelqu'un, d'abord, ni je doute, ni je suis sûr. Moi, je vis au quotidien. Ouais. Réponse le 28 Carpe diem. Oui, carpe diem. C'est ce que je vous disais au début de cette interview. Notre liste s'appelle Gardons le cap. Moi, je n'ai pas changé d'un iota par rapport au premier tour. Je n'ai pas changé d'un iota dans ma façon, entre guillemets, d'administrer ma collectivité. C'est-à-dire que je reconnais volontiers que c'est parfois difficile d'endosser le rôle de capitaine. Le problème, c'est qu'un capitaine, ça ne travaille pas tout seul, que ça doit travailler avec une équipe. Sauf que moi, je ne suis pas un manager directif, sous le contrôle de Séverine. Ce qui m'a été d'ailleurs reproché en me disant « mais tu ne tranches pas assez souvent, tu dis oui à tout le monde ». Non, je suis quelqu'un avec des projets, des idées que j'essaye de mener à terme. Les gens en veulent, merci à eux. Les gens n'en veulent pas, changeons. Mais je pense que les ripagériens sont des gens sensés, donc j'ai plutôt confiance. Réponse le 28, donc. J'avais prévu de vous poser des questions sur le département, mais je vois que l'heure est déjà écoulée. Deux conseillers, en plus, vous êtes tous les deux conseillers au département. Juste une chose, en 2021, on revote pour le département. Donc, est-ce que vous allez être candidat? Certainement, oui. Donc, vous reviendrez nous en parler? Avec plaisir. On disséquera un peu ce que c'est que le département. Oui, parce que là, on pourra, là aussi, comme pour la mairie, on pourra s'appuyer sur un bilan, sur des projets, sur... Séverine Reynaud, je vous souhaite bon courage pour la suite dans le numérique et puis dans d'autres domaines. Jean-Claude Charvin, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je vous rappelle que cette émission, elle est visible sur les réseaux et puis on peut l'écouter sur la web radio de Droits Citoyens. Et c'est tous les jours du lundi au vendredi à 19h15. Bonne chance à tous. Demain, on n'a pas de rendez-vous. On a 2 rendez-vous mercredi. On va parler de livres mercredi. On va parler de l'Université de Saint-Étienne et on va parler de la Guinée avec les tireurs sénégalais. C'est un beau sujet. Les tireurs ou les tirailleurs? Les tirailleurs, voilà, les tirailleurs. J'ai pas dit le bon mot. Vous savez, quand on veut trop parler, on bégaye parfois. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bonne chance et à la prochaine. Merci à vous. Merci. Long et en large sur Droits Citoyens. Nous avons besoin de vous. Droits Citoyens est le média qui redonne la parole aux citoyens. Libre et citoyen. Droits Citoyens est avant tout un projet étudiant. Nos intervenants stagiaires et bénévoles sont des étudiants en journalisme, en droit et en communication. Soutenez Droits Citoyens à partir d'€1 par mois. Une aide ponctuelle ou mensuelle. C'est vous qui décidez. Donnez des ailes à Droits Citoyens. Rendez-vous dès maintenant sur www.jesoutiendroitscitoyens.fr. Financement participatif via Tipeee ou par don défiscalisé via eloasso.com. Mention obligatoire sur jesoutiendroitscitoyens.fr.